OK. Donc, si vous nous prenez en marche, si vous nous prenez en marche, vraiment toutes nos excuses. Prochainement, on va faire avec d'autres d'autres logiciels. Voilà. Malheureusement, avec Zoom, on a des limites. Donc, on est obligé de faire ainsi. Mais je pense que le sujet que nous traitons, il est assez important. Donc, il est bien pour vous de rester avec nous pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, de sorte à pouvoir décortiquer l'analyse même des KPIs, à pouvoir se comprendre et à travailler en synergie. Voilà, travailler toujours en synergie avec les autres phases des entreprises et aussi performer, quoi. Parce que je pense que à la fin de tout ça, c'est cela aussi. Il faudrait qu'on puisse performer dans nos différentes activités, avoir des promotions, comme monsieur Jean-Luc vient d'avoir une promotion, et où il doit être à même de lui-même mener les analyses du stock. Donc, je pense que c'est à cela que nous devons arriver aujourd'hui. Nous devons nous-mêmes pouvoir mener toutes les analyses liées au stock. Voilà. Donc, merci à ceux qui sont avec nous depuis le début, qui reviennent à chaque fois. Je pense que l'intérêt, l'intérêt, il est partagé pour vous et pour nous également. Nous savons qu'il y a plusieurs contraintes, mais vous êtes là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt et nous allons aller un peu plus rapidement. Nous allons prendre toutes les questions à la fin, de sorte à pouvoir évoluer plus rapidement. Donc, Monsieur Yapassan, si on a fini de faire cette analyse, on va passer à un autre point. C'est bon, c'est bon. Ouais, on va passer à un autre point. Donc, les retards de livraison. Alors, je pense qu'on avait un de nos amis qui avait mentionné les retards de livraison. Il faut savoir que les retards de livraison, déjà, ça impacte directement la satisfaction de la demande. Moi, comme je le dis, une analyse très simple. Quand vous avez deux produits qui se font concurrence sur un marché, on va prendre le lait, on va prendre deux produits de lait différents qui se font la concurrence sur le marché. Lorsqu'un individu arrive dans une boutique pour acheter du lait, s'il demande, on va dire, pour ne pas faire de publicité, on va dire lait 1, lait 2. S'il a l'habitude de consommer le lait 1, qu'il arrive, il demande le lait 1 et que le lait 1 n'est pas disponible, automatiquement, s'il est trop attaché à votre produit, peut-être qu'il va aller voir la boutique un peu plus proche. Mais si c'est un gars qui n'a pas de temps à perdre, il va automatiquement prendre le lait 2. Donc, vous comprenez que là, vous perdez de l'argent lorsque votre produit n'est pas disponible en lieu, en fait. Donc, ça également, ça émane des retards de livraison, puisque vous devez, votre objectif, c'est de mettre à disposition de manière permanente toujours votre produit, surtout pour les entreprises exerçant dans les grandes distributions. Eux, ils savent de quoi il s'agit. Il faut à chaque fois remplacer les produits dans les rayons pour qu'à chaque fois que le client se pointe, il puisse trouver le produit qu'il cherche. Voilà. Donc, je pense que ici, les causes des retards de livraison, on a la confusion dans l'expédition due à une erreur humaine. Donc, il peut avoir des moments où le packaging et tout, c'est soit mal fait, on attribue un produit à un autre client. Et ça, c'est une cause des événements météorologiques. Ça peut être des causes des retards de livraison, la mauvaise gestion de l'entrepôt. Donc, vous avez un entrepôt où il n'y a pas de classification. Un entrepôt, normalement, doit avoir une classification, soit souvent suivant le ABC ou encore suivant les produits les plus vendus jusqu'aux produits qui sortent le moins. Donc, il faudrait également faire une classification au niveau de votre entrepôt, de sorte à pouvoir faire, on va dire, faire plus rapidement le packaging, faire également les livraisons un peu plus rapidement. Il peut y avoir un manque de coordination entre les personnes impliquées. Donc, souvent, il peut y avoir des discussions entre vos collaborateurs. Voilà pourquoi, en tant que supply chain manager, vous devez veiller à ce qu'il y ait une bonne synergie dans votre entreprise, dans votre équipe. Parce que vous avez des hommes qui sont opérationnels et s'il n'y a pas de la motivation, c'est clair que ces individus, à un moment, vont vous lâcher. Et les individus qui vous lâchent, c'est des objectifs, en fait, qui ne seront pas atteints. Voilà. Il peut y avoir des problèmes de douane. Il peut y avoir des transporteurs opérant au-delà du seuil maximum. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous, dans notre entreprise, on a des transporteurs qui sont à l'intérieur du pays
et nous sommes au sud du pays à Abidjan. Donc, vous voyez que souvent, c'est difficile de contacter le transporteur pour qu'il nous mette son camion à disposition pour qu'on puisse faire le chargement et pouvoir livrer peut-être dans une autre ville à l'intérieur. Et vous voyez que tout cela, ça impacte en fait les délais de livraison. Donc, il faut savoir que vous devez avoir des objectifs au niveau des délais de livraison. Déjà, dans votre zone de production, votre objectif de délai de livraison doit être de 24 heures. Acceptable. 24 heures maximum de votre zone de livraison. C'est-à-dire, si je prends Abidjan, si vous avez une commande Abidjan, c'est-à-dire si vous avez une commande d'une commune à une autre, le délai tolérable est de 24 heures. Maintenant, si vous avez une commande à livrer à l'intérieur, en fonction de la proportion de votre pays, vous pouvez avoir un délai maximum de 48 heures. Donc, nous, au niveau de notre supply chain, voici nos deux délais, nos deux délais sur lesquels on s'évalue de manière journalière, chaque jour. Et on calcule automatiquement l'impact des retards de livraison. On se donne des objectifs au niveau de l'impact des retards de livraison. C'est-à-dire, lorsqu'on n'arrive pas à livrer un client, quelles sont les causes, les routes causes? Quelles sont les causes qui ont fait qu'on n'a pas pu satisfaire la demande à temps? Et quel est l'impact de cette demande sur notre chiffre d'affaires et sur notre performance? Donc, après cela, on dégage directement des actions avec le top management de sorte à pouvoir pallier ce problème et à pouvoir satisfaire au mieux la demande que nous avons. Donc, voilà un peu, nous, les différentes actions que nous mettons en place. Donc, je suis rentré directement dans les actions, mais je vais revenir dans les conséquences. J'en ai parlé. Réduction du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez qu'une retard de livraison, ça laisse automatiquement comment on va dire, le concurrent gagner le marché. Donc, vous ne devez même pas accepter d'être en rupture. Parce que le client final, lorsqu'il arrive dans le point de vente, il ne va pas demander en fait si votre produit, il arrive ou pas. Lui, il va faire son choix. Comme je le dis, l'envie n'est pas renouvelable. Voilà, l'envie, il n'est pas renouvelable. Lorsque un individu arrive dans un endroit, si votre produit n'est pas disponible, automatiquement, il prend un autre produit. Et à ce moment-là, cette envie-là, ce choix qu'il vient de faire, vous ne pourrez jamais le rattraper. Parce que la prochaine fois qu'il va faire un autre choix, c'est un choix, c'est un autre choix en fait. Ou c'est comme si on vous donnait une chance de pouvoir gagner en fait la confiance de cet individu. Voilà pourquoi l'objectif de mettre à disposition le produit, il est très important. Il est très important. Et concernant les différentes actions, comme je l'ai dit, avoir plusieurs fournisseurs également, c'est une action que vous devez suivre avec vos acheteurs, avec les acheteurs stratégiques. Voilà, avoir un seul fournisseur, c'est se restreindre, c'est courir des graves risques au niveau des approvisionnements. C'est courir de graves risques au niveau des approvisionnements. Donc, vous devez développer les fournisseurs en fonction de vos matières. Donc, que ce soit des fournisseurs locaux comme des fournisseurs à l'international, vous devez développer des fournisseurs de sorte à pouvoir garantir à chaque fois la mise à disposition de vos produits dans les différentes zones de consommation. Garantir également un stock de sécurité. Le stock de sécurité qui est très important, vous devez le garantir. Vous devez le garantir pour tous vos produits. Souvent, dans la gestion opérationnelle, on va dire, en fonction du mouvement des produits, en fonction de leur rotation, on peut se donner, on peut se dire, bon, tel produit, puisqu'il ne tourne pas trop et qu'il n'y a pas assez de mouvement là-dessus, on se dit que, bon, on va le laisser un peu en rupture, de sorte à pouvoir amasser un certain niveau de commandes et après satisfaire en un temps. C'est possible, ce sont des tactiques, on va dire, opérationnelles. Mais n'oubliez pas que lorsque vous entamez une certaine, on va dire, vous prenez une telle décision, il y a des coûts en fait qui suivent. Comme je vous l'ai dit, nous, on analyse les impacts des retards de livraison. C'est-à-dire combien on aurait pu gagner si on avait satisfait à temps le client. Donc, vous devez savoir que lorsque vous faites traîner la demande, lorsque vous faites traîner les commandes, il y a les impacts qui suivent et vous devez les analyser. Et lorsque ces impacts-là deviennent supérieurs à la demande qu'il y a, automatiquement, vous devez savoir que vous prenez une mauvaise décision et vous devez revenir sur votre décision de sorte à pouvoir garantir le produit. Vous devez analyser particulièrement chaque produit. On a déjà la matrice ABC qui nous le montre bien par les différentes catégories, où pour chaque catégorie de produits,
vous devez adapter une stratégie bien précise de sorte à pouvoir garantir ce produit-là. Donc, je pense qu'on est des supply chain managers. Monsieur Yapassan, si vous avez des trucs à ajouter, je vous laisse la parole. Ok, Aristide, je voudrais juste qu'on revienne un peu sur les... Non, non, l'instant même, nous sommes au bon endroit. Mais il y a quelqu'un qui dit il tend la main depuis là, je ne sais pas, tu as pu le repérer? Oui, je l'ai repéré. On va le prendre. Ouais, ouais, prenons un peu sa préoccupation pour qu'il il n'étouffe pas, s'il te plaît. D'accord. Donc, on va vous prendre Monsieur Denis. Oui, allô? Oui. Ok, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je veux encore féliciter Monsieur Yapassan, Monsieur Aristide. Vraiment, c'est un bon travail que vous faites en organisant des talks comme ceci. Et également, je fais partie du groupe de supply chain. Euh, mais habituellement, dans mes occupations, je n'ai pas trop le temps de publier. Alors, je suis en train de suivre depuis le début, n'est-ce pas, l'ensemble des thèmes qu'on est en train de développer. C'est vraiment et extrêmement pertinent pour un supply chain manager de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces thèmes. Je voudrais, s'il vous plaît, seulement lever un équivoque, n'est-ce pas, au niveau de l'utilisation des outils. Donc, je suis Denis Yougan. À la base, je suis un ingénieur informatique. Donc, et j'implémente énormément de solutions pour les entreprises, pour les aider à être optimales. Alors, tout à l'heure, tout au départ, on a parlé le pourcentage de rotation, je crois, oui, le pourcentage de rotation. Je voudrais un peu revenir de vous dire que, effectivement, il arrive généralement lorsque, si l'entreprise n'a pas bien maîtrisé, n'est-ce pas, l'ensemble de sa clientèle et de ses fournisseurs sur une période bien donnée, que lorsqu'un gros projet arrive, que l'entreprise soit vraiment ait beaucoup de difficultés à bien gérer le projet. Je prends le cas, par exemple, d'une entreprise qui, sur un an, livre généralement 50 clients et sait pertinemment qu'en général, j'ai besoin de telle quantité de stock. Alors, un gros projet arrive tout d'un coup et il faut livrer rapidement ce gros client pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Ce qui fait que ça devient compliqué pour l'entreprise de dire que, OK, je dois livrer tel client en février. Nous sommes en janvier, je dois le livrer en février, mais est-ce que je dois prendre ce que je dois lui livrer pour livrer ce gros projet? Alors, je suis en train de mettre en mal ma clientèle régulière. Alors, dans ces conditions-là, ce qu'il faut faire généralement, c'est quoi? C'est de toujours satisfaire d'abord sa clientèle régulière parce que ce gros projet, ce ne sera pas sur une longue période. N'est-ce pas? Donc, privilégier sa clientèle régulière. Et ensuite, maintenant, une technique, c'est de pouvoir voir l'ensemble de ceux qui font dans le même secteur que toi, pouvoir t'approvisionner et combler le besoin du projet qui sort sur le coup directement. Donc, ça fait que tu peux facilement gérer ce projet, mais en gardant l'ensemble de ta clientèle, pas dans un souci de livraison et ainsi de suite. Je ne sais pas si sur cet aspect, je suis en train de bien m'expliquer, parce que j'ai été confronté, n'est-ce pas, dans une entreprise qui a eu ce même genre de problème et qui a privilégié un gros client parce qu'il devait gagner un truc comme 50 millions. Alors, la suite, c'est qu'il avait plusieurs autres clients qui prenaient généralement 10 millions, 20 millions, 30 millions, qu'il a carrément délaissé. Et après, ils se sont désabonnés. Après le projet, ils ont eu des problèmes à réconcilier avec ces autres clients, certainement parce qu'ils ont privilégié un chiffre d'affaires prompt par rapport à une clientèle régulière. Donc, je crois que maîtriser les catégories de produits et sa clientèle sur la période est très importante. Pour pouvoir bien gérer cette problématique de rotation de stock. Donc, et également maintenant sur ce qui est des outils, vraiment, Monsieur Jean, je vous conseille vraiment de suivre la formation de Monsieur Hassan parce que Excel, je vous assure, c'est la base de tout gestionnaire de stock. Si tu veux gérer un stock et que tu ne maîtrises pas au moins Excel, vraiment, tu es en train
te mettre dans des problèmes. Parce que même si on te met face à un logiciel, ce serait compliqué pour toi parce que ces logiciels exportent généralement des données sur Excel. Ouais. Lorsque tu ne peux pas gérer déjà ces données sur Excel, vraiment, ça va être compliqué pour toi. Donc, il faut vraiment faire la formation de VASAM. Et la suite, ce que je voudrais également dire, c'est qu'il ne faut pas également délaisser les logiciels parce que j'ai été confronté également à des entreprises de petite taille et de grande taille. Les petites tailles, en général, gérer un ensemble de données sur Excel, ça ne leur demande pas vraiment trop de moyens financiers. C'est ce qui fait que les données même gérées sur Excel ne sont pas de très grande taille. À un certain moment, quand les données deviennent vraiment extrêmes, bon, je crois qu'il y a quelques fois avec Excel, c'est que de temps en temps, ça prend, par exemple, faire un filtre sur une donnée de, par exemple, 10 millions, ne serait-ce que 100 000 lignes, 100 000 lignes sur Excel, ça devient un peu compliqué de devoir faire un filtre. Vous voyez un peu, parce que moi-même, je l'utilise de façon quotidienne. Quand je vais faire un filtre dans un fichier qui a, par exemple, 15 000 lignes, ça met beaucoup de temps à répondre. Donc, pour dire que ne laissons pas également la possibilité de bien suivre les logiciels. Et aujourd'hui, ce que moi je propose aux entreprises, laissez même Sari, laissez même SAP, laissez même Microsoft Dynamics parce que ça, c'est de l'importation étrangère. C'est-à-dire que ce sont des logiciels qui sont conçus pour les réalités externes, qui viennent et ont vraiment du mal à se mouvoir dans les réalités de nos pays africains. Alors, aujourd'hui, moi, ayant travaillé avec ces logiciels, je me suis tourné vers ce qu'on appelle l'open source. L'open source, ce sont des logiciels qui sont, c'est-à-dire qui sont extensibles, qu'on peut améliorer. Tu prends ça, tu améliores, et puis ça te permet de gérer non seulement ton reporting, ça te permet de bien gérer, c'est-à-dire à partir de ces logiciels, tu peux tirer des données sur du Power BI. Quelqu'un a parlé de Power BI tout à l'heure. C'est vraiment un outil assez performant pour avoir un dashboard en temps réel. Un ensemble de données sur tes prérogatives, sur ta fonction. Et également, notons également qu'il y a cet aspect humain, parce que le plus gros problème avec les logiciels, c'est qu'il arrive quand les personnes ne sont pas bien formées, qu'ils ne mettent pas à jour les données en temps réel, et on a donc un problème de visibilité sur les données. Le management a du mal à avoir les données parce que telle personne qui a été recrutée récemment n'a pas été formée sur comment mettre les données comme ci, comme ça. Or, avec un outil qui est mis à disposition et les utilisateurs très bien formés qui maîtrisent, il faut juste pas avoir bien découvert assez large pour pouvoir bien maîtriser prendre tes données dans Power BI et tu gères tes données comme il le faut, exactement. Donc, ce qui fait que tu as vraiment une dashboard qui te permet de faire ça. Donc, l'aspect humain, c'est que même si toi-même, un stock arrive et que sur ton fichier Excel, tu n'as pas mis à jour, ça veut dire que si on t'interpelle au niveau de la direction générale, tu vas présenter un reporting même sur Excel qui n'est pas correct. Donc, il y a l'aspect humain qui est très important lorsqu'il s'agit de manipulation de données. Si c'est que tu as livré un client et que tu n'as pas fait sortir ça dans tes données sur Excel, par exemple, c'est d'office clair que dans la présentation de ton chiffre, tu vas te tromper. Donc, vraiment, ce sont l'ensemble des thèmes qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Ce sont des thèmes que j'apprécie beaucoup. Ce sont des thèmes que je vois beaucoup au jour le jour. Et il est vraiment question à la base de chacun d'entre nous déjà maîtriser Excel. Donc, je conseille tout le monde à la formation de Hassan à la base. Et également, la suite, c'est que maîtriser également les logiciels parce que quand les données deviennent lourdes, ça devient vraiment compliqué de le gérer seulement dans Excel. Donc, c'est un peu ça mon intervention. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Oui, oui. Vraiment, c'est parfait tout ce que tu as dit. Je me retrouve parce que j'ai vécu tout ce que tu es en train de dire là en entreprise. Tu vois, c'est très parfait. Et c'est les raisons qui m'ont poussé vraiment à aller chercher à savoir pourquoi ce logiciel donne ça, comment on fait. Et là, j'ai donc décelé toutes les limites que tu as citées là. Ça, vraiment, c'est très parfait tout ce que tu as dit. Et aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, à la fois, quand tu quittes
de la maîtrise de Excel, de ton traitement sur Excel, tu donnes des exigences au logiciel. Je vais vous prendre un cas sur lequel on a travaillé en entreprise. C'était de la GMAO, la gestion assistée des pièces de rechange. Alors, l'ingénieur informaticien qui est venu, qui a commencé à travailler sur le projet, lorsqu'il a commencé à présenter, je lui ai posé la question de savoir est-ce que je peux avoir les KPI du stock? Il m'a dit, c'est quoi les KPI du stock? J'ai cité, j'étais à 10 KPI. Il m'a dit non, la GMAO ne prend pas ça. Moi, comment je vais faire pour analyser mes données? Il est resté, imagine, on était tout en plein salle là, il est resté là, et le boss a seulement dit, OK, c'est à revoir, travailler avec M. Hassan. Parce que comme tu as dit quelque chose, les logiciels doivent prendre en compte la réalité de l'opérationnel de chaque encadreur. Moi, par exemple, avec mon niveau maintenant que j'ai là, si je dois commander un logiciel spécifique à mon besoin, et non parce que je veux juste avoir un logiciel de renom, mais non. Moi, si je suis peut-être dans une entreprise, moi, je vais vous dire, je vais travailler avec mon outil, quitte à ce qu'on adapte mon outil au logiciel. Tu vois un peu? Donc, moi, je suis très satisfait qu'on a déjà des gens qui comprennent ça. Et l'autre volet, comme tu l'as dit, on ne délaisse pas le logiciel. Mais l'avantage pour moi, c'est que comprendre déjà même la base. Et quand tu es dans le logiciel, tu sais ce que tu peux chercher dans le logiciel. Tu sais l'information que le logiciel doit te donner. Et ça te permet maintenant, en fonction des objectifs que toi, on t'a donné lorsqu'on te recrutait, tu peux satisfaire tranquillement ou bien remonter les informations comme ça se doit. Donc, pour moi, c'est typiquement parfait l'analyse que tu as faite. D'accord. Effectivement, pour une des dernières choses sur ce que Hassan vient de dire, il a extrêmement raison. Également, une autre problématique, c'est que les entreprises veulent se donner, c'est-à-dire veulent se mettre au standing en utilisant les solutions au standing sans prendre en charge les réalités des ensembles des personnes qui doivent utiliser ces outils. Je connais une grande entreprise, par exemple à Orange. On a eu à implémenter un CRM à Orange où Orange est parti prendre un CRM là en France. Il est venu implémenter et c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités du CRM étaient beaucoup plus orientées aux réalités de la France. Par exemple, certaines taxes qui ne pouvaient même pas être modifiées étaient paramétrées dans le logiciel sur les normes de la France. Ce qui devient vraiment super compliqué pour un manager, par exemple, de stock, de dire que, OK, quand je commande une quantité de stock, voilà tel genre de taxe que je vais appliquer à ma commande. Et cette fois-là, si tu ne peux pas appliquer la taxe locale et que tu es obligé d'appliquer une taxe qui est paramétrée dans le logiciel, ça devient vraiment compliqué. Donc, ce que Hassan dit très, très vrai dans les entreprises aujourd'hui, il vaudrait mieux que le besoin de l'utilisateur soit à même de pouvoir entrer dans le logiciel. Ça veut dire que toi, en tant que son plan manager, tu dis que voilà mes besoins en termes de KPI. Ouais. Voilà ce que tu peux. Et qu'on dit ça, et qu'on te tirer ça dans le logiciel directement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Denis. Donc, on va aller rapidement parce qu'on a perdu au moins 15 minutes ici. Voilà, il ne faudrait pas qu'on perde tous nos participants. On va peu à peu. Donc, monsieur Hassan, on va continuer. Donc, Oui. ici, les causes des retards de livraison, comme on le disait. Donc, Voilà, Aristide, on peut en avoir plusieurs, hein, mais je me suis arrêté sur ces cas-ci. Généralement, pour ceux qui font des commandes à l'import, il peut arriver que si vous regardez l'aéroport de Bangkok qui est sous eau, donc suite à une forte intempérie, ok, voilà un aéroport qui est inondé. Et pour ceux qui font, par exemple, les expéditions des colis et tout ça là, vous voyez donc que si vous avez prévu une période de réception de vos produits, vous allez donc repousser cette réception. Et si vous n'avez pas prévu un stock de sécurité pour maîtriser ce retard-là, vous allez donc tomber automatiquement en rupture. Tout dépend aussi de la durée de l'évacuation des eaux au niveau de l'aéroport. On a aussi le cas de l'explosion des réacteurs nucléaires à Fukushima.
au Japon. Vous avez une industrie comme ça qui vous livre de la matière première et qu'un bon matin, il y a eu cette explosion, les produits chimiques ont quadrillé tout un périmètre où aucune existence de vie ne doit plus figurer et on ne sait pas quand est-ce qu'on va assainir l'atmosphère. Donc, ça peut vous prendre 1 mois, 2 mois. Et si vous n'avez pas prévu un stock de sécurité conséquent ou bien soit vous n'avez pas un autre fournisseur qui peut vous livrer la même matière, là, vous comprenez que vous allez avoir des gros problèmes en matière de rupture de stock. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour les retards, Aristide. Merci, merci bien. Merci bien. On va passer à un autre point plus rapidement. D'accord. Donc, au niveau de l'analyse, c'est la même analyse, hein. Moi-même, je vais commenter rapidement, afin qu'on puisse évoluer. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, comme on le voit, on a toujours un objectif ici au niveau des retards de livraison de 10%, voilà, de marge. Et sur janvier à mai, on voit qu'on est toujours dans la marge de l'objectif de livraison. Donc, ce qui est bon, puisqu'on n'est pas au-delà des 10%. Et à partir de juin, on voit qu'on passe automatiquement à 13%, ce qui est 3% de plus que l'objectif dont on s'est donné en termes de maîtrise des retards de livraison. Donc là, on va se poser les questions au niveau de la supply chain et au niveau du top management. Comment est-ce qu'on soit à 13% alors qu'on devait maîtriser les retards de livraison à 10%? Quels sont les problèmes qu'on a pu rencontrer en juin? Quelles sont les actions qu'on va mener de sorte à pouvoir améliorer les problèmes et essayer de rattraper en fait ce gap-là? Parce que ce qu'on néglige aussi, c'est que toutes les actions qu'on mène, il y a des gaps, soit en plus ou en moins. Donc là également, il faudrait se poser un tas de questions au niveau de la supply chain. Est-ce que c'est un problème logistique? Est-ce que ce sont nos prestataires qui nous font faux bons? Voilà. Est-ce que c'est, on va dire, c'est du domaine public? Est-ce que l'environnement est favorable? Tout ça, on va se poser plusieurs questions parce qu'on évolue dans un environnement qu'on doit maîtriser également, puisqu'il y a plusieurs, on va dire, les contraventions qui pleut un peu partout. En Côte d'Ivoire, ici, maintenant, là, on a plusieurs contraventions, on a plusieurs trucs qui sont dus à l'incivisme sur la route. Moi, je pense que même au niveau logistique des retards de livraison, ça va même jusqu'à à la formation on va dire des chauffeurs, des conducteurs des véhicules, parce qu'eux aussi, ils sont impliqués directement en fait dans la livraison des produits là, au respect même de comment on va dire, des délais, en fait, des objectifs qu'on s'est assimilés. Donc, c'est un peu ça, de sorte à pouvoir revenir dans la marge des 10%. On va analyser les différents cas qu'on a eus dans le mois de juin et on va prendre les actions par derrière. Voilà. Donc, c'est un peu ça, je pense, au niveau des retards de livraison qu'on a voulu partager. Et après également, on a les retours clients. Donc, je crois que les retours clients, c'est le dernier point au niveau des KPIs qu'on a voulu partager. Sinon, il y a plusieurs autres KPIs qu'on connaît et il y en a même des KPIs qui sont adaptés en fonction des entreprises. Mais là, on a décidé de sélectionner quelques KPIs qu'on va partager avec vous. Vous voyez déjà que le direct, ça fait un peu plus longtemps qu'on est ensemble. Et ça également, j'aimerais vous féliciter parce que vous avez tenu à rester et à aller jusqu'au bout. Donc, les retours clients. On parle aujourd'hui de logistique inverse, donc les processus inversés. Voilà. On va dire, c'est un challenge assez compliqué en entreprise parce qu'aujourd'hui, pour faire des retours clients, il y a la comptabilité qui est dedans, qui va devoir faire des avoirs, qui va devoir remplir des fiches, on va devoir remettre dans le stock. Comment on le fait? Et il y a les coûts qui vont avec. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs coûts qui vont avec. Et là, on va passer en revue tous les coûts. On va passer en revue les causes, comme on a aussi bien marqué ici. On a des tailles qui peuvent être incorrectes d'un produit. On a des produits qui ne correspondent peut-être pas à la description. On a des produits qui ne répondent pas aux attentes. Et on a des produits endommagés. Moi, je connais en Côte d'Ivoire ici. Donc, le direct va s'arrêter dans 10 minutes. On va aller rapidement. Moi, je connais en Côte d'Ivoire, je suis une entreprise où lorsque on fait des livraisons, il y a des plages qu'on doit respecter. Donc, on fait les livraisons à l'entreprise entre 7 heures et 11 heures. Après 11 heures, l'entreprise ne reçoit pas nos livraisons.
Et nous, notre entreprise, notre usine de production, on se trouve à près de 50 kilomètres de la zone de livraison. Donc, imaginez, le matin, on doit faire le chargement du camion qui va aller en livraison. Il va sortir, il va traverser tous les embouteillages et arriver là-bas. S'il arrive avant 11 heures, on peut le décharger. S'il arrive après 11 heures, on ne peut pas le décharger parce que l'entreprise a des objectifs et elle aussi, elle livre à l'intérieur du pays. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que tout cela, en fait, on doit être proactif au niveau de la supply chain. On doit être vraiment réactif au niveau de la supply chain, de sorte à pouvoir à chaque fois respecter les délais de livraison. Sinon, ça engendre des retours de livraison parce que ce stock-là, l'entreprise ne prend pas le stock et ça doit retourner dans nos stocks. Ou bien on doit peut-être aller livrer ce stock-là à un autre client et après faire des avoirs, faire tout un tas de processus pour pouvoir régulariser ce qui vient de se passer. Ce sont des tactiques, ça peut marcher, mais parfois, c'est très encombrant, c'est très emmerdant parce qu'après, ça crée des problèmes. En fin du mois, à l'inventaire, on a des stocks qu'on ne retrouve pas, on a des retours qui ne sont pas pris en considération, il y a des processus qui ne sont pas respectés et tout. Et ça crée plusieurs soucis au niveau de la logistique, au niveau de la supply chain. Donc, comme on l'a dit, ce sont des causes. Donc là, avec un cas pratique, M. Yapassan, vous avez présenté ça comme un cas pratique qui peut être cause des retours de livraison. Donc, un mauvais emballage, c'est clair qu'un client ne va pas accepter ça chez lui. Voilà, un mauvais emballage, un mauvais conditionnement. Quand le client voit, lui également, il a des clients, donc il ne va pas le prendre. Donc, si vous livrez ça à un client, vous devez vous-même vous attendre à des retours de livraison. Et par ricochet, vous allez vous retrouver à supporter des coûts. Donc, ici, on a mentionné les différents coûts qu'on peut supporter, hein. Les coûts de transport, les coûts de renvoi, les coûts de réparation, les coûts du service client, les coûts de revente. Il peut en avoir d'autres, il peut en avoir tellement de coûts parce que lorsque un camion quitte d'un point A à un point B, c'est toute une chaîne qui se déplace. C'est tout un mouvement de matériel, de finances et aussi de papeterie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des coûts on va dire, en communication. Il y a tout cela qui peut venir se grimper à ces coûts-là. Et là, en fait, la supply chain, elle n'est pas efficiente. C'est vrai que peut-être que par derrière, tu vas pallier ce coût, tu vas pouvoir résoudre les problèmes de retour. Mais si on veut te noter, même de manière je vais dire, si on veut te noter, si on veut noter la chaîne, vous n'êtes pas efficiente. C'est vrai que vous avez atteint peut-être le chiffre d'affaires, mais vous n'êtes pas efficiente. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le chiffre d'affaires qu'on regarde, il y a aussi, on va dire, les coûts qu'on regarde. Si vous avez atteint un chiffre d'affaires de 1 milliard avec un coût de 500 millions ou de près de 600 millions, ça fait près de 60% de coûts que vous supportez. Et ça, ce n'est pas vraiment de l'optimisation, en fait. Donc, les actions qu'on peut mener pour éviter les retours clients, on a amélioré la satisfaction et l'expérience client, donc entretenir de bonnes relations avec les clients. Parfois, vous faites des livraisons pour des produits qui sont peut-être endommagés, mais par vos relations que vous avez avec vos clients, les clients arrivent quand même à accepter. Voilà, les clients arrivent quand même à accepter et vous pouvez leur faire des faveurs. Si vous avez de bons managers, de bons négociateurs, et vous pouvez même leur faire des faveurs. Écoute, bah, tu prends ça, je te fais une remise de 1% ou de 2%. C'est vrai que le produit est endommagé, tout et tout. Et ça vous évite toute la paperasse qu'il y a autour des retours. Voilà. Et optez également, adopter des descriptions explicites du produit. Interrogez le consommateur sur le motif des retours de livraison. Vérifiez le produit avant de l'envoyer. Voilà, il faut faire le checking, il faut faire la checklist et tout avant d'envoyer le produit au bon client. C'est également au bon client. Assurer le bon conditionnement du produit. On en parlait tout de suite. Respecter les délais de livraison. Donc, comme je l'ai dit, vous devez avoir des délais de livraison fixes avec lesquels vous allez vous challenger au quotidien. Donc, je pense que c'est un peu ça. Il nous reste moins de 5 minutes. Monsieur Hassan, je vais vous laisser commenter rapidement ce truc et on va passer à un autre volet.
OK, merci Aristide. Donc, on va au pas de course. Donc là, le principe, il est le même. L'objectif, c'est de ne pas dépasser 10%. Et on peut rapidement voir là, de janvier à février, mars, avril, mai, juin. L'objectif n'a pas dépassé les 10% ou n'est égalé. C'est tout largement inférieur à 10%. Ça veut dire que dans cette entreprise, il y a une grosse maîtrise des retours clients et une bonne satisfaction de la clientèle. Pourquoi? Parce qu'il y a une, comment je vais dire ça, enquête de satisfaction qui se fait tout le temps en entreprise. Nous, on avait adopté un système lorsque, au moment où le client passe sa commande et qu'il réceptionne sa commande, avant de partir, il laisse un commentaire. Ou lorsque le client, peut-être, je suis à Douala, le client doit recevoir sa marchandise à Yaoundé. Lorsque le produit arrive, on a une plateforme où il doit faire un commentaire sur la qualité du produit qu'il est en train de réceptionner. Est-ce qu'il est satisfait du délai, de la qualité et déjà de ce qu'il va en faire? Donc voilà, à force d'avoir tous ces retours-là, ça nous permettait maintenant d'essayer d'améliorer, de bouger nos indicateurs, de toucher chaque responsable pour les sensibiliser sur la manière de faire son travail. Je voudrais un peu rebondir sur une parenthèse, je ne sais pas si c'est Aristide ou bien un intervenant qui l'a dit, la formation du personnel. Ouais, oui. En entreprise, on a des programmes de formation. Mais moi où j'étais précisément, je ne sais pas si on nous avait déjà fait une formation en fait. Parfois, c'est même moi qui impulsais les formations auprès de mon personnel. Mais sauf que, il faut qu'on comprenne qu'il y a un gros carence de formation. Les gens ne maîtrisent pas certaines choses pour être optimal. Lorsqu'un indicateur est au rouge, par exemple, les ruptures de stock sont au rouge, est-ce que vous vous assurez que le personnel qui est déjà en charge, est-ce qu'il maîtrise vraiment traiter, déterminer un calendrier des approvisionnements? Est-ce qu'il maîtrise ce qu'on appelle les niveaux de stock? Parce qu'il ne faut pas seulement dire que je vais stocker une marchandise de 1 million. Non. Le stock que vous attribuez à votre entrepôt a des différents niveaux, connaît un cycle de consommation. Je vais par exemple prendre le cas que j'aime bien prendre, ça veut dire que moi, dans mes niveaux de stock, j'ai un stock avant la commande, j'ai un stock qui regroupe le stock mini, le stock d'alerte, autant pour moi, et j'ai un stock qui parle du stock de sécurité. Le tout me fait le stock maximum. Et si j'essaie de le décortiquer, j'aurai le stock avant la commande, j'aurai le stock minimum qui est le stock que je consomme en attendant le nouvel réapprovisionnement, j'aurai le stock de sécurité qui est le stock qui me permet de maîtriser les imprévus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui fait qu'un bon gestionnaire de stock ou un bon manager de supply chain doit savoir qu'à tel niveau, lorsqu'il lui dit que j'ai un chiffre en entier de consommation, il doit déjà savoir à quel niveau se trouve son stock. Ça, c'est des formations. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre aux professionnels. Donc, je voulais un peu rebondir dessus parce que si on ne forme pas, comment on saura? Merci, Aristide. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Je pense qu'il nous reste 1 minute. Donc, on va juste se reconnecter. On est passé en revue tous nos différents points qu'on a voulu partager avec vous. Maintenant, on va vous donner la latitude de poser vos questions, vos préoccupations, vos attentes en termes de formation également, parce que M. Yapassan propose un programme de formation. Moi également, je propose un programme de formation. Donc, on va discuter et on va essayer de se comprendre comment déjà ici, on peut essayer de discuter sur les différents points qu'on a développés. Vos apports également sont les bienvenus. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter cette session et on va se retrouver tout de suite même dans la nouvelle session où ce sera la session d'échange. La session d'échange sur les différents points qu'on a partagés. On va prendre en compte tous vos remarques. On va essayer, tant bien que mal avec M. Yapassan, de soutenir en fait les propos qu'on a tenus jusque maintenant. Et vraiment, nous sommes vraiment ravis que vous soyez restés jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Le support vous sera communiqué. On vous donnera le support du webinaire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà.